Le 1er novembre de chaque année est consacré également à la journée africaine de la jeunesse. L'édition 2020 a donc été célébrée hier, 1er novembre 2020. Nous allons en parler tout de suite et voir si les jeunes sont véritablement des agents clés du développement social et de la croissance économique. Quelle est justement la place de la jeunesse aujourd'hui dans le développement social d'un côté, dans la croissance économique de l'autre? Quelle place veulent-ils avoir ces jeunes? Et pour en parler, je reçois ce soir Emmanuel Yaovi Assogbavi. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'être notre invité. Vous êtes président de Carrefour des jeunes pour une Afrique prospère. Vous pouvez un peu mieux nous présenter Carrefour des jeunes pour une Afrique prospère? Alors, merci Samuel. Le CEJAP Carrefour des jeunes pour une Afrique prospère est un mouvement association de jeunes récemment créé et enregistré légalement. Notre vision, c'est de susciter une dynamique jeunesse pour un héritage politique, économique et social valorisant. D'accord. Et comment vous œuvrez pour atteindre cet objectif? Là, nous faisons beaucoup plus de plaidoyers au sein des politiques. Nous faisons dans la formation des jeunes. Nous proposons nos services surtout aux collectivités pour l'élaboration du plan communal des jeunes dans le cadre de l'élaboration du plan de développement communal. Et voilà, entre autres, les actions que nous menons. Alors, justement, au niveau du Carrefour des jeunes pour une Afrique prospère, lorsqu'on parle de journée africaine de la jeunesse, qu'est-ce que cela représente pour vous? Merci. Il faut dire que très souvent, nous célébrons la journée de la jeunesse, la journée internationale de la jeunesse. Mais la jeunesse africaine est autre. Nous avons des problèmes que les autres pays, les autres jeunes des autres continents n'ont pas. Nos problèmes sont spécifiques et c'est important de célébrer cette jeunesse-là en leur donnant les informations nécessaires, en les accompagnant de manière à ce qu'ils soient des acteurs clés du développement. Il faut dire que cette célébration elle vient d'une volonté des chefs d'État depuis 2006 réunis à Banjul dans le cadre de l'agenda 2063, leur projection sur l'Afrique qu'ils veulent avoir en 2063. Et donc, ils ont reconnu quand même que les jeunes ont une place importante dans le développement et nous ont dédié cette journée-là. Alors, on parle d'un côté, vous le rappelez, de la journée internationale de la jeunesse et on a la journée africaine de la jeunesse. Donc, pour vous, il était important de dissocier cette jeunesse africaine des autres jeunesses. Ce n'est pas les mêmes défis, c'est ça? Ce n'est pas les mêmes défis. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la plus grande richesse de ce continent et donc de notre pays, le Togo, la richesse la plus valorisante, c'est la jeunesse. Il n'y en a pas plus. Lorsque nous parlons du pétrole au Nigeria, lorsque nous parlons du phosphate au Togo, des autres ressources dans les autres pays africains, vous voyez que nos problèmes même viennent de là. Et si vous voyez ce qui s'est passé en Libye, dans d'autres pays, vous voyez que c'est nos problèmes. La vraie richesse de notre continent, c'est la jeunesse. Lorsque les autres continents vieillissent, nous, on se rajeunit. Il faut construire cette jeunesse-là, il faut les former, leur donner des outils nécessaires pour assurer le demain. Alors, quand on prend cette jeunesse africaine aujourd'hui, est-ce que vous avez, la jeunesse africaine, est-ce qu'elle a ce sentiment d'être suffisamment prise en compte? Non. Non, il faut le dire de manière claire. Vous savez, très souvent, les jeunes revendiquent des places dans les instances de prise de décision. C'est là le grand problème, l'enjeu. Et je le dis très souvent, lorsqu'on fait des politiques publiques, des politiques aujourd'hui, pour demain, lorsqu'on se projette sur les années à venir, et les jeunes qui sont susceptibles, donc, d'être des leaders de demain ne sont pas pris en compte, on risque un éternel recommencement. Parce que demain, quand ils seront aux affaires, ils ne se verront pas dans ce que les aînés ont fait et ils auront eux-mêmes leur vision. Donc, c'est important d'impliquer les jeunes dans les instants de prise de décision. Le combat y est toujours, il y a quand même des avancées, mais nous pensons qu'il y a encore beaucoup à faire. Alors, vous avez lâché ce mot que je me disais que j'allais forcément entendre. Le combat y est toujours. Comment vous expliquez que sur ce continent où plus de 60% de la population est vraiment jeune, on soit encore là dans ce perpétuel défi là, d'implication de la jeunesse dans les questions décisionnelles et autres? Très souvent, les aînés disent la jeunesse est une fer de lance. C'est la citation qu'on nous cite beaucoup. Les jeunes se sont appropriés cette citation-là qui est, à ma foi, erronée. Lorsqu'on parle de fer de lance,
ça veut dire qu'il y a un aîné qui est là, ou bien le chasseur qui est là, et qui projette sa lance vers la direction qu'il souhaite. Ça veut dire que vers le mal, vers le bien, là où en fait le teneur de la lance veut diriger sa lance. Donc il faut dire que la jeunesse africaine aussi, par rapport à notre culture, où on est appelé à respecter l'aîné, à obéir, à dire toujours oui, la politesse africaine, en fait toute la culture également a joué. Aujourd'hui, les jeunes ont pris conscience quand même, et les leaders aussi, que c'est maintenant qu'ils doivent prendre leur destin en main. C'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, mais nous nous réjouissons quand même parce qu'il y a des avancées. Alors, est-ce que ces avancées ne sont pas tellement maigres aujourd'hui? Est-ce que ce combat, vous n'avez pas l'impression qu'il est de longue haleine, finalement? Le combat est de longue haleine, mais il faut dire également qu'il y a des avancées. Lorsque je prends le cas typique du Togo, pour aller dans des exemples concrets, nous avons aujourd'hui un gouvernement avec une moyenne d'âge de 40 ans. Ce qui, à ma foi, est quand même acceptable par rapport aux autres profils qu'on a eus. Nous avons aujourd'hui dans un gouvernement où on a un jeune de 29 ans. Oui. C'est quand même une très bonne chose. Il faut dire que c'est des avancées. Sauf que ce que nous disons, il ne faut pas enlever un et positionner un autre. Mais ce que nous souhaitons, c'est que celui qui est là soit là et qu'on ajoute pour qu'à chaque fois, qu'on puisse voir qu'il y a vraiment de l'avancée. Ça, c'est sur le plan politique. Maintenant, il y a sur le plan également économique. Il faut que les jeunes puissent avoir des moyens nécessaires, entreprendre, faire des actions et autres. Nous voyons aujourd'hui des jeunes entrepreneurs qui réussissent très bien dans leurs affaires. Donc, il faut dire que c'est un combat qui est dur, rude, mais quand même, il y a des avancées aujourd'hui que nous pouvons saluer. Est-ce que ce combat, il a le même visage dans presque tous les pays africains, ou bien aujourd'hui, de votre constat, il y a beaucoup de pays qui sortent du lot quand même? Moi, je me dis quand même que de manière générale, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique francophone, c'est la même chose. Le problème du jeune Togolais n'est pas différent du problème du jeune Ivoirien, du jeune Nigérien, Nigérien et Burkinabé et autres. Nous avons le même problème. L'emploi, la formation, les instances de prise de décision, c'est les mêmes défis, les mêmes problèmes. Et quand les chefs d'État se réunissent à un sommet à Banjul en 2006 et décident désormais de donner cette place à l'Afrique, 2006 à aujourd'hui, ça fait quand même 14 ans, vous vous dites, on avance quand même, ou bien l'avancée est dure? L'avancée est dure. À ce sens, il faut dire que l'avancée est dure, très dure. Vous savez, quelle était la situation? Qu'est-ce qui avait poussé les chefs d'État à voter cette loi-là? Beaucoup de pays africains avaient leur indépendance en 1960. L'Union africaine a été créée 3 ans après. Et en ce moment-là, ce n'était pas l'Union africaine. C'était, permettez-moi, de l'Organisation de l'Unité africaine, exactement 3 ans après l'indépendance des pays africains. Et lorsque les pays africains étaient en train de fêter leur jubilé d'or, donc ces cantonais, ils se sont réunis pour dire, 50 ans d'indépendance a donné quoi? Maintenant, projetons-nous quand même sur les 50 prochaines années. Quand les pays seront en train de fêter leur centenaire, comment serait l'Afrique? Et ils se sont dit, c'est noble que les jeunes doivent être au centre de cette politique-là. Mais maintenant, ils ont quand même voté la loi pour dire que cette loi s'inspire de la charte africaine de la jeunesse et d'instituer le Conseil national de la jeunesse dans chaque pays et célébrer la jeunesse et tout. Ces dispositifs-là ont été quand même respectés. Au Togo, nous avons le Conseil national de la jeunesse et dans d'autres pays également. Mais en fait, dans la pratique, dans le fait de donner réellement la place qu'il faut aux jeunes pour impacter, pour dire leurs besoins, pour également avoir leur mot à dire lorsqu'il y a des situations clés, c'est là qu'il y a encore le problème. Et ce problème-là peut être également retransmis lorsque nous voulons aller un peu dans le sens politique, dans les partis politiques. Lorsqu'il y a par exemple des élections, nous avons connu les élections législatives, les élections comme les élections au niveau de la base. Nous avons vu municipales, nous avons vu
Et combien de jeunes ont été positionnés? Ça veut dire que même à la base, au sein des partis, les jeunes ne sont pas pris en compte. Et c'est le réel travail, c'est à ce niveau-là. Mais est-ce la faute à cette gérontocratie ou bien plutôt la faute à la jeunesse qui ne veut pas oser, qui pense que ça va lui être servi sur un plateau d'or? Les deux. Les deux. Il faut le dire, et nous ne sommes pas jeunes pour dire toujours que c'est les autres qui font mal et que nous n'avons rien à voir. C'est les deux. Il y a le pouvoir politique quand même qui gagne tout dans un système pour permettre quand même à ce que les aînés puissent être toujours là. Maintenant, de l'autre côté, aujourd'hui, il faut savoir que les jeunes également sont réticents. Et ce n'est pas aussi totalement de leur faute, c'est par rapport à l'histoire politique même de nos pays. De nos pays, où nous voyons que lorsque, par exemple, tu mets ta bouche dans tout ce qui est question politique, ce n'est pas évident. On peut peut-être te faire du mal. Il y a les parents qui font la pression. Mon fils ne met pas la bouche dans telle histoire. Je sais à quoi ça va aboutir. Donc, la sécurité n'y est pas pour le jeune. Et beaucoup de jeunes disent, mais je veux bien y aller, mais qu'on ne m'éteigne pas trop vite. C'est tout le problème. Donc là, c'est pour cela que, à l'occasion de cette fête, nous sommes là pour dire aux jeunes d'oser. D'oser, parce que demain nous appartient. Nous n'allons pas attendre quand même demain pour impacter. Nous pouvons le faire à partir d'aujourd'hui pour un Togo, pour une Afrique, un continent meilleur. Alors, comment ces jeunes peuvent oser aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont suffisamment d'âme, suffisamment d'atouts pour oser? Premièrement, c'est l'unité d'action. Les jeunes doivent se mettre ensemble. Je suis de tel bord, je suis de telle association, je suis de tel mouvement. Les jeunes doivent savoir que tu sois du café, du violet ou de l'orange, nous avons les mêmes problèmes, les mêmes défis et nous devons nous mettre ensemble. C'est la première des choses. Le défi de l'unité. Exactement. L'autre chose, c'est la formation. Vous savez, sur les terrains techniques, lorsqu'on parle politique, lorsqu'on parle développement, il faut également se former. Il faut vraiment se former. Et c'est important également que les jeunes, par rapport à leur plan de carrière, ce qu'ils veulent faire, qu'ils puissent trouver des formations qui leur permettent quand même d'avoir les aptitudes nécessaires pour relever le défi là. Et à mon niveau, je pense que lorsque les deux problèmes là sont réglés, nous avons l'âme qu'il faut pour impacter et pour prendre la relève. Alors, quand vous parlez, par exemple, à ces jeunes, vous sentez en eux-mêmes cette envie d'être des acteurs clés de leur propre développement? Oui, mais beaucoup de peur aussi. Oui, mais beaucoup de peur. Vous savez, lorsque vous-même vous êtes jeune, lorsque je vous pose la question, c'est vous qui posez la question ici, mais est-ce que vous voulez accéder aux instances de prise de décision? Je pense que vous n'allez pas me dire non. Beaucoup de jeunes quand même veulent, mais il y a la peur. Écoutez. En tout cas, moi, j'ai pas peur. Lorsque nous voyons la situation actuelle en Côte d'Ivoire, il y a quelques semaines, ce qui s'est passé en Guinée. Ce qui s'est passé il y a quelques semaines au Nigeria. Vous voyez, tout ça, ce sont des éléments qui démontrent encore des signaux pour dire encore aux jeunes que quand tu oses, tu verras ce qu'on va te faire. Et puis, vous savez, quand nous avons des exemples comme ça, on n'est pas en sécurité. Et même si on veut jouer ce rôle-là, on se dit, vaut mieux rester dans son coin pour rester en vie. C'est tout le problème. Et c'est pour cela que nous devons également lutter dans nos pays pour asseoir quand même une véritable démocratie qui est la base de tout développement. Quand vous avez pris les exemples de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, où il y a eu, quand on fait la somme de ces trois pays, des dizaines de morts en quelques semaines, la plupart, c'est des jeunes. Exactement. Vous n'avez pas aussi cette impression d'une jeunesse un peu trop manipulable et manipulée? Oui, une jeunesse manipulable et manipulée. Ça, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les jeunes suivent beaucoup plus la masse. Oui. Lorsque, surtout sur les réseaux, on dit que c'est A, tout le monde doit suivre le A, on ne veut plus trop analyser. On ne veut plus trop se poser des questions. Le sang-froid. C'est pour ça qu'on dit que le jeune a des fougues. Fougues de jeunesse, l'énergie qu'il faut. Donc, les jeunes sont manipulables. Et en fait, qui sont ceux qui manipulent les jeunes? C'est ceux qui ont les moyens et c'est ceux qui ont le pouvoir. Il faut former. C'est pour cela que des fois, je dis même que lorsque la formation dans nos pays est ainsi, ça arrange des gens. Oui.
Tout simplement parce qu'ils savent que lorsqu'on a une telle formation, ils peuvent quand même toujours manipuler les jeunes. C'est pour cela quand même qu'il y a des associations, des mouvements de jeunes qui forment, qui édifient, des émissions comme ça qui permettent quand même aux jeunes d'apprendre autre chose et de prendre conscience que ce n'est pas forcément par la violence qu'on résout les problèmes. Ce n'est pas forcément dans la rue qu'on peut résoudre des problèmes. Voilà qu'il faut analyser toujours avant de poser ses actes. On parle de jeunes agents clés du changement social et de la croissance économique. Parlons sur le plan changement social, là, le type de société même que ces jeunes veulent avoir. Malheureusement, tout cela est encore déterminé par ceux qui gouvernent, qui sont d'un certain âge. On a parlé de pays comme la Côte d'Ivoire. Vous avez un homme de 78 ans au pouvoir, c'est pas ce qu'on appelle jeune. En Guinée, vous avez un homme de 82 ans, c'est un vieillard. Le Nigeria, vous avez un homme de 77 ans, c'est un vieillard. Mais c'est eux qui déterminent la politique sociale. Comment vous faites que ces jeunes prennent en main cette politique sociale, soient de véritables acteurs de ce changement social d'abord? Vous savez, c'est vrai qu'ils sont âgés. Très âgés. Mais ils travaillent avec des équipes. Lorsque tu es encore âgé, on peut comprendre que ton expérience peut quand même bénéficier au pays. Entouré des jeunes, ça peut aller. Mais là, je vais vous dire ceci. Les jeunes revendiquent beaucoup plus une renaissance africaine, qui n'est pas forcément une renaissance, qui n'est pas forcément un changement systématique au sommet de l'État. Tout ce que nous voulons, c'est qu'à partir de demain, qu'on puisse bien parler de notre continent. Lorsqu'aujourd'hui, sur les médias, on veut parler de l'Afrique, on dit Afrique de coup d'État, de guerre, d'Ebola, Afrique où il n'y a même pas de... Le système sanitaire est défaillant. Nous avons vu avec la pandémie actuelle. Mais nous travaillons, nous luttons. Les jeunes veulent juste une renaissance pour que demain, qu'on puisse parler d'Afrique prospère, Afrique où il faut bon vivre, de l'unité, de démocratie, d'état de droit. En fait, c'est notre combat. Et si en réalité les jeunes trouvent cela, les jeunes sont satisfaits. Et on ne trouvera cela que lorsque les problèmes également des jeunes sont résolus. Oui, mais j'ai l'impression qu'on revient à la même chose. Les jeunes veulent, mais on ne donne pas. Comment ils peuvent accaparer ces choses qu'ils veulent? C'est peut-être ça qui manque finalement. C'est peut-être ça qui manque, et je l'avais dit, c'est l'unité d'action et la stratégie. Vous savez, très souvent dans l'histoire des autres pays, nous avons vu, dans certains pays, très souvent on nous donne l'exemple du Burkina, que les jeunes se sont mis debout, ont lutté et ont eu le changement. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, le taux de chômage n'a peut-être pas baissé. Bien sûr, ça a même beaucoup accru. Voilà. Donc ça veut dire qu'en réalité, le problème ne se trouve même pas là aussi. Ça veut dire que c'est beaucoup plus, c'est pour cela que nous parlons beaucoup plus des problèmes des jeunes à résoudre, problèmes de formation. Lorsqu'on forme bien le jeune, en réalité, le jeune lui-même peut résoudre ses propres problèmes. Lorsqu'on le forme avec des idées entrepreneuriales, lui dire que ce n'est pas forcément l'État qui emploie, que lui-même il peut être source de création, ou bien lui-même il peut créer des entreprises, lui-même peut multiplier des initiatives. S'il y a des formations comme ça qui donnent des aptitudes aussi aux jeunes, je pense que le problème est totalement résolu. Les jeunes aujourd'hui, très souvent, c'est d'aller dans la rue ou bien d'aller par la manière forte, qui n'est pas forcément, selon moi quand même, la meilleure solution. Mais maintenant, l'unité d'action nous permettra quand même de nous regrouper, de réfléchir et de tracer une nouvelle voie pour le développement et pour avoir nos besoins. Alors, quand on en vient, puisque vous touchez tout à l'heure, touche également la croissance économique des jeunes qui comprennent, par exemple, que l'emploi à l'État n'en crée plus beaucoup et que tous ceux qui sortent diplômés, c'est à peine que 1% seront recrutés par l'État. Donc, pour qu'ils soient acteurs de la croissance économique, il faut qu'ils aient une bonne base éducative, qui les met en contact, par exemple, avec l'entrepreneuriat. Ce qui paraît, dans nos pays aujourd'hui, tout le monde sait que les jeunes sont demandeurs de ça, mais on ne l'a pas. On a repris les classes aujourd'hui. C'est le même système qui continue, qui va déverser des diplômés chômeurs dans quelques années sur le marché. Finalement, le jeune est toujours
victime de ce piège-là. Le jeune est toujours victime de ce piège-là. Et en ce qui concerne le Togo, nous croyons que le dynamisme de l'actuel ministre de l'Éducation peut quand même permettre à résoudre ce problème-là. La clé d'une bonne formation, c'est l'approche par compétence. Tous les pays qui ont expérimenté cela ont également de très bons résultats. L'autre chose, c'est la formation en alternance. Oui. Lorsque je fais une formation, par exemple, dans le domaine du journalisme, ça veut dire que je vais au cours le matin et le soir, je suis quelque part pour exercer. Formation en alternance. Et c'est les deux formes de formation qui quand même permettent aux jeunes d'avoir les aptitudes nécessaires. Et la formation professionnelle, c'est ce qu'il faut faire. En ce qui concerne le Togo et les pays africains, il faut dire également que c'est un cheminement long. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire aujourd'hui, mais au moins ce que les jeunes veulent, c'est qu'on puisse savoir au moins que ce processus-là est enclenché. Ce processus de refonte ou bien de réforme éducative, soit au moins qu'on nous dise quand même que, OK, à partir d'aujourd'hui, nous avons commencé à réfléchir sur, comment l'appelle-t-on, une autre forme d'éducation dans notre pays. Mais ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent, et nous disons quand même que puisque nous avons un jeune ministre, qu'il va quand même résoudre ce problème-là, en ce qui concerne le Togo, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a quand même dans notre pays, parlons surtout de notre pays, puisque ça c'est un peu la même chose pour le reste des pays africains, est-ce qu'il y a suffisamment de podiums pour que les jeunes soient entendus? C'est là le grand problème. C'est là le grand problème. L'espace pour que les jeunes s'expriment. C'est là le grand problème. S'il y a vraiment de vrais espaces où on peut confronter même les leaders, et les jeunes sont là pour poser des questions face to face, pour avoir des réponses, je pense qu'il y a des problèmes même qui n'auront même pas lieu. Vous savez, moi, j'ai beaucoup vécu à Takpamé. Et j'étais une personne déjà très jeune qui avait vraiment des regards critiques vers le maire de cette ville en ce temps-là. Un jour, je suis allé chez lui et il m'a dit, mon fils, tout ce que tu dis, c'est vrai. Je ne construis pas de route, je ne fais ci, mais est-ce que tu connais mon salaire? Je dis, votre salaire, c'est à combien? Il me dit en ce moment-là que son salaire était à moins de 30 000. Parce que le maire est un volontaire. Et président de Amsilma, ce n'était même pas le maire, président de la délégation spéciale. Exactement. Il y a quand même des réalités au sommet de l'État. Je pense que si les grands leaders arrivent à échanger à cœur ouvert pour dire la réalité qu'ils vivent au sommet, ou bien la réalité de leurs fonctions, il y a des choses que la population aisément va comprendre. Et c'est des cadres comme ça qu'il faut créer. Je pense également que des émissions, des plateformes comme cela, où les jeunes viennent s'exprimer, les jeunes viennent parler, c'est également des opportunités. Mais il faut les multiplier. Aujourd'hui, il y a la décentralisation à la base, dans les villes, dans les communes. Il faut les multiplier. À chaque fois que quelqu'un a quelque chose dans le cœur et arrive à l'exprimer, c'est que c'est bon. Le problème est à moitié résolu. Il faut vraiment le faire, créer ces espaces. Ce n'est pas forcément également le pouvoir public et politique qui peut le faire. Nous-mêmes, jeunes, nous pouvons également prendre l'initiative et le faire. Et c'est dans ce cadre, même si vous le permettez, que les jeunes se retrouvent le vendredi prochain avec des leaders politiques, leaders d'opinion, pour échanger sur leur vision, ce qu'ils veulent, leur vision pour le pays. Vous êtes leader politique, vous voulez avoir accéder à la magistrature suprême. Qu'est-ce que vous voulez en réalité faire? Pourquoi vous voulez arriver là-bas? Venez échanger avec nous. Et c'est le vendredi prochain. Et c'est l'initiative du CEJAP en collaboration avec le YMCA. Est-ce que ce genre de rendez-vous permettent quand même des échanges où c'est plus de la communication que quelqu'un vient faire? Et est-ce que les jeunes sont écoutés? C'est des échanges. Ce que nous allons faire le 6, par exemple, personne ne viendra faire une longue présentation. Monsieur, vous nous avez dit que vous voulez arriver à ce poste-là. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas encore à ce poste. Qu'est-ce que vous faites pour qu'on puisse savoir qu'une fois à ce poste demain, que vous allez vraiment respecter vos engagements. Les jeunes vont échanger, on va le mettre sur les réseaux sociaux. Et même le fait que les gens puissent accepter
et s'adonner à cet exercice-là permettent quand même qu'il puisse avoir des traces. Pour que demain, quand cette personne arrive, qu'on puisse lui rappeler que quand tu avais rencontré les jeunes, tu nous avais dit ceci, ne nous oublie pas. Et c'est bon. Et toute cette jeunesse, cette masse de jeunes aujourd'hui qui se retrouvent complètement dans le désarroi, peut-être parce qu'ils n'ont pas de repères, n'ont pas suffisamment de formation, qui pensent que tout leur, en tout cas leur problème, là, le grand responsable, c'est l'État, l'autorité, le gouvernement. Quel message vous avez à leur adresser? Je vais leur dire qu'en réalité, l'État n'est pas forcément ou bien à 100% la cause de tout cela. Nous avons également notre part. Et je le dis souvent, je donne l'exemple des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a plein de formations. Oui. Plein de formations. On n'a pas besoin de payer. Il suffit d'avoir l'Internet et d'aller. Mais lorsque nous voyons, tu publies quelque chose de sensé, de bon, une bonne rencontre, d'échange avec des jeunes, tu as à peine 10 likes, 5, 15. Mais il suffit de publier quelque chose qui amuse la galerie, un live qui clash quelqu'un. Et on est tous là. C'est là aussi qu'on doit interpeller notre conscience pour dire en réalité qu'est-ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons. Il y a des jeunes quand même qui sont focus, qui veulent un changement, qui veulent mener ce combat-là. Mais il y en a beaucoup aussi qui des fois peuvent... on donne l'impression que tout va déjà bien. Et je pense que c'est à nous, ces podiums-là nous permettent quand même de rappeler toujours que allons au plus important. C'est celui qui est rassasié qui s'amuse. Il y a aussi tous ces jeunes qui sont diplômés, ont peut-être une licence, ont un master, et qui sont là, qui sont en quête d'emploi, qui n'en trouvent pas, qui pour eux également se disent que le responsable, c'est le gouvernement. Le message pour ceux-là, c'est ces jeunes. Le responsable, c'est le gouvernement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on les formait, on leur avait dit qu'après leur formation, c'est le gouvernement qui va les employer. Au cours de la formation, on ne leur a pas dit, préciser, ou bien leur donner les outils pour que quand ils sortent, qu'ils puissent être autonomes eux-mêmes par eux-mêmes. Ce n'est pas de leur faute. Mais ils vont pas. Mais maintenant, dans la fatalité, exactement. Mais maintenant, ils sont sortis et c'est déjà un fait accompli. Il y a les réseaux, les associations, les mouvements. Il y a quand même des opportunités. L'autre problème, c'est que les jeunes veulent tout de suite et maintenant. On ne veut rien faire aujourd'hui à zéro. On ne veut commencer quelque part, on veut commencer en même temps grand. C'est de dire à nos aînés, nous c'est nos aînés, qu'ils peuvent commencer quelque part. Ils ont leur licence, mais ils peuvent commencer quelque part sans avoir les résultats ou bien les revenus qu'un licencié doit avoir. Mais commencer quelque part, accepter commencer quand même quelque part, par le volontariat, par un engagement quelque part, pour avoir de petits revenus et accumuler des expériences pour que dans le futur, qu'ils puissent maintenant avoir ce qu'il faut maintenant pour bien vivre. Voilà. Je pense que ces genres d'émissions sont très importants et je promets qu'on puisse les multiplier pour parler surtout à la jeunesse et pour qu'elle change de mentalité. Et surtout confronter les jeunes par rapport aux acteurs clés. C'est important. Emmanuel Yaouvia Assagbavi, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le président de Carrefour des Jeunes pour une Afrique prospère. Voilà qui nous envoie à la pause et on va revenir après le journal pour Regard croisé.